monde sur les savoirs ancestraux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Granotier, qui est professeur de yoga et praticien en PNL. Alors Roland, on s'est rencontrés il y a quelques années, c'était dans le cadre d'entreprises en transition. Donc il y a déjà quelques années, on œuvrait pour le nouveau monde, en tout cas pour qu'il y ait un peu de changement. Et puis ensuite, on s'est recroisés par-ci par-là. J'ai pu jouer au handpan dans un de tes cours de yoga. Tout à fait. Et puis voilà, au fur et à mesure des années, tu as pu éclore, tu as pu développer ton entreprise de yoga en lien avec les entreprises. Et bah, ce que je te propose, c'est de nous raconter un petit peu ton parcours, comment le yoga est arrivé dans ta vie. D'accord, eh bien, merci Justine. Euh, donc, je m'appelle Roland Granotier, je suis professeur de yoga et praticien PNL. C'est un métier, une mission que j'exerce depuis 6 ans. Et avant ça, moi, j'ai travaillé très longtemps dans une entreprise privée. J'étais un cadre supérieur dans une entreprise de marketing direct, donc très différent de mon univers actuel. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai rencontré le yoga. Donc, j'ai eu des périodes dans mon activité professionnelle avec beaucoup d'intensité, beaucoup de stress. Euh, J'occupais des métiers, donc, enfin, des fonctions avec beaucoup de responsabilités. Euh, et puis petit à petit, dans mon chemin de vie professionnel, ben, j'ai commencé à m'éloigner un petit peu de ce qui me faisait vraiment vibrer. Et voilà, j'avais un métier plutôt confortable, j'avais un bon salaire, j'étais reconnu, le métier en lui-même me plaisait. Et puis je ressentais une sorte de manque, et puis une lassitude aussi qui s'est installée au fil du temps. Euh, Petit à petit aussi des alignements au niveau des valeurs managériales qu'on me demandait d'appliquer. Et c'est à cette période de ma vie, donc j'étais un petit peu dans le flou, dans le brouillard, où je ne voyais pas trop de porte de sortie à cette évolution-là, que j'ai rencontré le yoga. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, une phrase orientale qui dit le maître apparaît quand l'élève est prêt. Euh, donc, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué dans ma rencontre avec le yoga, parce que pendant des années, j'ai cherché quelque chose sans le voir. Et puis, à un moment, ben voilà, il y a cette notion d'être prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Et j'ai découvert le yoga donc assez tardivement, hein, vers la quarantaine. Et je dois avouer que la première fois que je suis allé faire du yoga, j'y suis allé un petit peu à reculons. On m'avait dit, bah, Roland, ça pourrait te faire du bien d'aller faire du yoga. Ça pourrait peut-être te permettre, voilà, déjà de te faire du bien au corps, de faire du bien au mental, et puis aussi peut-être de retrouver de l'énergie et puis une volonté d'avancer. Et je m'étais dit, bon, voilà, le yoga, ça me semble quelque chose d'un petit peu pépère. Voilà, je me voyais assis en méditation, avec les doigts connectés. Et à cette époque-là, c'était à la fois quelque chose qui m'attirait et puis qui me repoussait. Et puis, je suis allé dans ce premier cours de yoga et c'était une vraie révélation. Euh, donc, en 1 heure, hein, le cours a duré 1 heure, c'était vraiment pour moi la découverte. Bah, j'ai senti vraiment un bouleversement à la fois physique, émotionnel, énergétique. Et je suis ressorti de ce cours en me disant, bah, OK, Roland, si il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, si tu as cette lassitude, si cet épuisement, bah, il faut que tu changes des choses, que tu passes à l'action et que tu transformes un petit peu des éléments pour aller vers quelque chose de plus juste. Et puis, ce qui m'a peut-être aussi beaucoup attiré dans le yoga, c'est que ça a été comme une porte qui s'ouvrait vers la découverte de plein de choses. Alors, j'ai une activité professionnelle assez intense, je fais aussi beaucoup de sport, de montagne. Et, euh, et en arrivant dans cet univers du yoga, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pans de ma vie et de la vie que je n'avais pas exploré. Je pense à la respiration, par exemple, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc on respire tous les jours. En sport, bah, la respiration, elle est quand même importante. Mais j'avais jamais eu cette approche de la respiration comme quelque chose qui peut bah, voilà, transformer aussi mon énergie et mon état du moment. Euh, et puis aussi tout ce côté un peu spirituel derrière le yoga qui me plaisait assez, en tout cas dans la philosophie, on va dire, du yoga. Donc c'est vraiment une rencontre qui a changé ma vie, hein, tu vois, en 1 heure. Ben voilà, je me suis dit, bah, ok, tout ce que j'ai fait pour le moment, bah, c'était chouette, j'en suis fier et ça m'a permis d'avancer dans ma vie. Et maintenant, bah, voilà, je vais essayer d'accéder à autre chose, à la fois pour moi et puis aussi avec cette envie de transmettre cette philosophie et puis cet art de vivre autour de moi. Hmm. Alors tu parles d'art de vivre, on est ici sur un sommet sur les savoirs ancestraux
Est-ce que tu peux nous dire pour toi si c'est une sagesse ancestrale et pourquoi? Mhm. Euh, alors oui, évidemment, le yoga est une sagesse ancestrale, hein, c'est quelque chose voilà, qui a probablement 3 000 à 4 000 ans. Quand on regarde ce qu'est le yoga aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question de est-ce que c'est toujours une sagesse ancestrale? En tout cas, c'en est une, hein, si on veut faire un rapide historique du yoga, parce que je trouve intéressant aussi voilà, il y a beaucoup de pratiquants de yoga aujourd'hui qui découvrent le yoga sur l'aspect postural, mouvement, euh, et qui ont peut-être pas allé, enfin, sont pas allés faire ces recherches là sur voilà, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on doit accueillir quand on pratique le yoga. Donc le yoga, hein, c'est une école de pensée philosophique qui est indienne, donc qui nous vient de l'Inde. Euh, le mot yoga a une signification particulière, hein. Alors, en yoga, on utilise une langue qui s'appelle le sanskrit, donc qui est une langue indo-européenne qui a donné à la fois des langues qui sont plutôt orientales, mais il y a aussi des mots de la langue française qui sont d'origine sanskrit. Donc l'étymologie du mot yoga, qui est yuj, ça veut dire joindre, lier. C'est ce qu'on trouve dans le mot français un joug, quand on doit relier Mhm. deux animaux là, pour tirer une charrue, un joug. Et puis le mot yuj, il a aussi cette notion de mettre au repos. Donc on peut dire déjà que le yoga, c'est quelque chose qui va viser à cette notion d'union et puis d'apaisement. Mhm. Alors les premières traces qu'on trouve du yoga, alors c'est des archéologues qui ont imaginé ça, on trouve c'était plutôt du côté du Pakistan, il y a à peu près 4-5 000 ans. Et on trouve une sculpture d'une personne qui est assise en tailleur, dans une position qui pourrait ressembler à une position de méditation. On se dit, tiens, peut-être que déjà à cette époque, il y avait des pratiques de yoga, mais ça reste assez incertain. Et après, le mot yoga, il va apparaître plutôt vers 1000 avant Jésus-Christ, dans deux textes qui sont vraiment fondateurs du yoga, enfin, en tout cas qui sont les racines du yoga, qui sont les Rig Veda et puis les Upanishads. Alors, il apparaît déjà sous cette signification de relier, de connecter l'individu à quelque chose de plus universel, donc une notion voilà, de connexion déjà à ce niveau-là. Et puis, c'est à cette époque aussi qu'on va commencer à avoir dans des textes apparaître des pratiques méditatives, des pratiques de respiration, des pratiques de visualisation. Donc, on peut imaginer déjà, hein, que si ça a été posé par écrit 1000 avant Jésus-Christ, ça existait avant. Mhm. En yoga, après, sur l'aspect vraiment spirituel et philosophie, il y a deux grands textes qui font référence dans notre pratique. Le premier qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Alors, Patanjali serait l'auteur. On ne sait pas s'il a vraiment existé ou si c'est une sorte de compilation de plusieurs groupes qui sont venus mettre tout leur savoir et le condenser dans un texte. Alors, je l'ai ici, là, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais c'est vraiment un tout petit livre. Mhm. Et il y a 195 aphorismes. Donc, c'est des phrases très, très courtes qui a vraiment une idée d'aller condenser le savoir dans quelque chose de très synthétique. Et c'est ce texte qui a commencé à codifier ce qu'était le yoga. Et c'est dans ce texte qu'on trouve les 8 piliers du yoga. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup les postures, qu'on appelle asana en yoga, la respiration, un petit peu les états méditatifs. Mais il y a 8 piliers qui constituent en fait tout l'univers de pratique du yoga. C'est un texte qui est plutôt voilà, qui est vraiment très, très spirituel, on va dire, presque religieux sur la fin. Il y a une notion aussi après d'aller connecter avec Dieu. Et puis un deuxième texte qui, moi, me parle peut-être un petit peu plus, qui est celui-là, qui s'appelle la Bhagavad Gita. Euh, Bhagavad Gita, en sanskrit, ça veut dire le chant du bienheureux. Et là, c'est vraiment plutôt quelque chose de philosophique, une sorte de condensé de la philosophie du yoga. C'est un texte assez extraordinaire, pareil, qui a 2000 ans. C'était le livre de chevet de Gandhi, qui disait, voilà, chaque fois que j'ai un problème, alors même en termes de politique, voilà, quand il était dans ses combats voilà, pour libérer l'Inde du joug britannique et de la non-violence, il disait, voilà, chaque fois que j'ai un problème, une situation que je n'arrive pas à résoudre, je me replonge dans la Bhagavad Gita et je trouve la réponse. Donc ce petit texte, c'est une histoire, alors c'est très, très métaphorique, hein, c'est un guerrier, un chef de tribu qui arrive sur un champ de bataille et en face de lui, il y a l'armée ennemie qu'il va falloir combattre.
Euh, il arrive sur ce champ de bataille. Et en fait, il voit qu'en face de lui, dans le peuple ennemi, il y a plein de gens qui l'aiment et qui l'estiment parce qu'il y avait eu des liens dans le temps de paix avant. Donc, il y a des cousins, des oncles, des guerriers donc il sait qu'ils ont une grande valeur. Et il se dit, ben, je ne peux pas aller au combat contre eux, je ne peux pas mener ce combat de mon peuple contre ce peuple. C'est impossible. Et il se rend entre les deux armées, là, vraiment au milieu du champ de bataille. Et puis, il y a une incarnation divine qui vient initier une sorte de discours. Donc, il y a une incarnation divine dans son conducteur de char. Et il y a un qui s'appelle Krishna. Il y a ce discours là, entre Arjuna, le guerrier, et puis Krishna, qui est un petit peu cette voix spirituelle et divine. Et ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que c'est vraiment un texte dans lequel on va pouvoir voilà, faire des liens entre la philosophie du yoga et puis notre quotidien. Hein. Alors, il y a cette idée de champ de bataille, qui peut être le champ de bataille dans notre tête, hein, parce que parfois, il y a un peu deux idées qui s'opposent ou deux visions du monde qui s'opposent. Et puis aussi peut-être des combats qu'on a menés dans nos quotidiens. Euh, et la philosophie derrière ça, c'est de se dire, voilà, on est là pour agir. On a une notion importante dans la Bhagavad Gita qui est la notion de dharma. C'est un petit peu notre raison d'être sur Terre, on pourrait dire. Et qu'on doit accomplir ça et passer à l'action là, dans notre vie présente. Mm. Voilà, donc Alors, ça, c'est c'est vrai vraiment les que- grands textes initiaux du yoga. Mm. Et puis le yoga, après, va beaucoup évoluer hein, au fil des âges. Il y a des courants autour du tantra qui ont amené beaucoup au yoga. C'est vers le 7e siècle après Jésus-Christ qui vont alors déjà ouvrir le yoga en dehors des. Le yoga était réservé à des élites très masculines en Inde. Donc, il va l'ouvrir en dehors des castes. Donc, ça, je trouve que c'est une vraie révolution. Et aujourd'hui, on parle un petit peu là, de cette voilà, l'égalité homme-femme, d'ouverture à tous. Et ben, je trouve que c'est voilà, peut-être que c'est né déjà, ça naît ici. Avec cette idée aussi dans le tantrisme que j'aime bien. Euh, C'était André Padoul, un philosophe et un écrivain qui disait le tantrisme veut permettre à l'homme d'atteindre la libération sans renoncer au monde. Donc j'aime bien cette idée parce qu'il y a des courants spirituels qui disent bah voilà, il faut renoncer au monde, renoncer à ce qu'on a, il faut séparer l'âme, l'esprit du corps pour pouvoir atteindre cette libération. Et dans le tantra, ils avaient une vision un petit peu différente de se dire bah voilà, on va essayer d'utiliser au contraire le corps et puis notre vie là maintenant pour atteindre cette libération. Voilà, les postures qu'on connaît aujourd'hui, elles apparaissent plutôt vers le Moyen Âge avec le Hatha Yoga, qui va être une pratique qui va commencer à intégrer des postures, des asanas dans la pratique, avec l'idée de venir assouplir le corps et puis d'ancrer un petit peu plus le corps pour permettre des états spirituels et méditatifs plus performants, en tout cas de meilleure qualité, on va dire, parce qu'il n'y avait pas une notion de performance derrière. Et puis le yoga va un petit peu péricliter là, au 18e, 19e siècle. Et puis il va y avoir un nouveau boom du yoga plutôt dans les années 1920-1930. Donc tous les courants de yoga qu'on connaît aujourd'hui, peut-être à part le Hatha Yoga qui est un peu plus vieux, mais ils vont renaître dans les années 20, dans les années 30, sous l'influence d'un grand maître qui s'appelle Krishnamacharya. Donc il crée une école de yoga à Mysore, qui est un des lieux emblématiques du yoga en Inde. Et qui a pour objectif à la fois de redonner un petit peu de gloire aux Indiens, au corps indien, donc ils ont resté longtemps sous domination britannique, et ils ont envie de retrouver cette force. Donc il va créer des yogas plutôt dynamiques, hein, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui va inspirer des grands maîtres du yoga comme Iyengar, qu'on connaît encore aujourd'hui dans les courants, donc il avait une vision plutôt alors à la fois thérapeutique et puis très technique. Des courants comme l'Ashtanga Yoga, qu'on connaît aussi encore aujourd'hui, hein, qui a été créé par Patabi Joyce avec des séries d'asanas très cadrées. Des Ikachar, qui a créé le Vini Yoga, donc un yoga un petit peu plus doux. Donc on voit que tous les yogas qu'on pratique aujourd'hui, bah, finalement, ils ont qu'une centaine d'années. Et puis tout ce Mm. qu'il y avait avant, là, c'était plutôt du côté spirituel. Et puis aujourd'hui, bah, on voit un boom très, très important du yoga. Qui devient aussi, voilà, qui intègre une notion commerciale. Hein, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, il y a vraiment un écosystème professionnel autour du yoga dont je fais partie aussi moi. Et peut-être toute la subtilité aujourd'hui de la pratique de yoga, c'est ça, c'est d'arriver à faire ce lien entre cette spiritualité très ancienne, très ancestrale, tous ces savoirs qui se sont transmis de génération en génération,
et puis venir tout en les respectant, essayer de se les approprier et puis de continuer à les faire vivre. Hmm. Ouais, super. Merci pour cette rétrospective parce que c'est vrai que aujourd'hui on a un peu l'idée du yoga à performance et c'est hyper intéressant d'avoir tout cet historique. J'ai appris déjà plein de choses là. Alors j'ai deux questions. La première question, c'est tu parlais du lien, que ça permet de faire le lien entre nous et l'univers. Mhm, Et la question que j'ai, c'est est-ce que ça permet aussi de faire le lien entre notre corps et l'esprit, un peu comme mhm, on fait le tantrisme? Donc ça, c'est ma première question. Et ensuite, c'est, tu parlais de 8 piliers. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les piliers du yoga mhm. pour toi ou alors pour cette philosophie ancienne? Ok. Alors déjà sur cette notion d'union, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc le mot yoga signifie union. Alors, on peut voir cette union à différents niveaux. Ça peut être effectivement l'union du corps et de l'esprit déjà, donc une union plutôt interne. C'est comment on va pouvoir reconnecter les différents éléments qui constituent notre être dans sa globalité. On verra tout à l'heure un petit peu comment on peut s'approprier ça, mais déjà, on voit qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup notre mental. On est dans une civilisation qui est plutôt basée sur l'intellect, sur la raison, le rationalisme. Et peut-être que parfois, on oublie un petit peu le côté du cœur, de l'intuition, le côté du corps aussi, qui souffre beaucoup dans nos vies trépidantes. Donc, le yoga, c'est déjà une invitation à se dire, voilà, comment mon mental, mon corps, mon cœur, ils peuvent fonctionner plutôt dans une synergie positive. Voilà, retrouver une sorte d'alignement entre ces éléments-là pour que déjà je sois en meilleure santé, que voilà, je puisse être efficace dans ce que je fais et puis peut-être me permettre d'accéder à des ressources un petit peu nouvelles. Et puis dans l'autre idée derrière cette union, c'est de s'unir à quelque chose de plus grand que nous. Donc je pense que c'est dans ta thématique, à la notion de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est comment on peut créer ce lien entre nous, individus, et puis quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Et dans le yoga, ça a une matérialisation très précise. On cherche à unir ce qu'on appelle Atman, c'est le soi, ça pourrait être voilà, notre identité, notre personnalité, notre âme individuelle. Et puis, ce que les Indiens appellent Brahman, c'est un petit peu l'âme universelle. On peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la vie. Après, chacun mettra un petit peu les mots derrière ce concept. Mais c'est d'aller voilà, d'aller connecter l'individu à quelque chose de plus grand. Toujours si on garde un peu cette vision ancestrale, le but c'était d'arriver. Alors, il disait que pour arriver à recréer cette notion d'union, il fallait que l'être humain arrive à se débarrasser de ses illusions. En yoga, on appelle ça les mayas. Donc, leur idée, c'est qu'en fait, on a un petit peu la vision voilée de la réalité. Donc, c'est voilé par nos peurs, par nos croyances, par nos habitudes. Pour les Indiens aussi, par notre karma, ce qu'on a fait dans les vies précédentes. Donc, il va venir impacter notre présent. Et donc, il faut qu'on arrive à se dégager de ce voile d'illusion pour pouvoir accéder à une sorte de révélation, d'union et puis de vision un petit peu plus claire. Ok. Pareil, si on se l'approprie un petit peu plus là, dans un univers moderne, on pourrait y revenir un peu plus en détail. Peut-être que déjà cet état d'union, de se dire, bon, voilà, si moi à l'intérieur je suis aligné, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir une meilleure capacité de connexion avec les autres, donc de créer aussi de l'union dans nos collectifs, dans nos groupes. Ça peut être aussi une notion environnementale, de se dire, tiens, comment je peux être aussi connecté et aligné avec mon environnement, avec la nature, avec la vie. Et puis aussi peut-être avec quelque chose de plus grand encore, de plus spirituel. Hmm. Euh, Est-ce tu me... que, est-ce que le yoga permet justement de faire ce nettoyage pour finalement nettoyer ses illusions et ses croyances? Est-ce que la pratique le permet? Oui, alors la pratique est à la limite faite pour ça. Donc toutes les techniques qu'on va avoir de méditation, de respiration, de reconnexion au corps, et tout ça va nous permettre de nous débarrasser voilà, de ces peurs, de ces croyances, de ces illusions. Euh, Alors, dans la vision des Indiens, des pratiquants de yogi, entre guillemets, purs, l'objectif, c'était aussi de s'éloigner un petit peu de l'agitation du monde, pour pouvoir faire ce nettoyage et puis accéder à un état supérieur. Aujourd'hui, ce qui est difficile dans nos vies, c'est qu'au fur et à mesure qu'on nettoie, qu'on évacue,
on est pollué par d'autres stress, d'autres peurs, d'autres croyances. On voit bien aujourd'hui, avec l'actualité très tumultueuse dans laquelle on vit depuis 2 ans, que c'est un petit peu un combat permanent, hein. C'est un peu comme si on écopait dans une barque qui prend l'eau. Mais ouais, c'est un outil vraiment puissant, je trouve, pour retrouver cet alignement interne et puis essayer de revenir à des choses plus apaisées, plus calmes. Et je pense que si on arrive à avoir ce calme et cette sensation d'alignement interne, cet ancrage, c'est plus facile aussi d'interagir avec sérénité avec le monde. Hmm. Alors, tu me posais la question des 8 piliers tout à l'heure. Euh, alors, il y a 8 piliers, donc c'est ce qui a été codifié là dans les fameuses Yoga Sutras. Alors, on connaît, et quand on pratique le yoga, si vous venez faire un cours de yoga en salle avec moi, on va utiliser plutôt 2 ou 3 piliers, les 3 piliers sur les 8. Alors, les 2 premiers piliers du yoga, ils ne sont pas du tout liés à la pratique et aux postures. Le premier s'appelle yamas, c'est les devoirs moraux. Dans les devoirs moraux, alors tels qu'ils sont décrits dans les textes, il y a par exemple la vérité, la notion de non-violence, la notion de ne pas voler. Donc ça va être vraiment les devoirs de base du pratiquant de yoga. Un que j'aime bien dans ces devoirs moraux et qui est peut-être aussi une clé pour l'avenir, c'est brahmacharya, c'est la modération et la retenue. Donc c'est de se dire, voilà, dans nos vies, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup. Et plus on va vivre dans la modération, dans ce qu'on va consommer, dans notre alimentation, dans nos modes de vie, aujourd'hui, dans nos achats, plus on va arriver à respecter ces devoirs-là. Le deuxième, il s'appelle Niyamas. Ça va plutôt être une notion de discipline au quotidien. Donc, c'est comment on va pouvoir créer des rituels personnels pour justement se purifier. On intègre aussi là-dedans la connaissance de soi. Donc, il y a un vrai travail dans le yoga d'apprendre à se connaître soi, de connaissance, pour pouvoir après accéder au stade supérieur. Donc, Yamas, Niyamas, c'est les 2 premiers. Ensuite, un qu'on connaît un petit peu plus qui s'appelle Asana, c'est les postures. Donc, ça va être la dimension du corps. Donc, c'est comment on peut mettre notre corps en mouvement pour trouver plus d'équilibre, plus d'alignement, pour trouver un petit peu ce relâchement qui nous permet d'accéder à des états méditatifs de meilleure qualité. Donc, Asana, ça veut dire se tenir de façon stable et confortable. Donc, ça peut être valable dans une posture de yoga, mais ça peut être aussi valable dans nos vies, comment on peut être stable et puis se sentir bien, quelles que soient les situations. Le 4e pilier, qui est aussi plutôt très connu et encore bien utilisé, c'est la respiration. On appelle ça pranayama en yoga. Donc, le prana, pour les Indiens, pour les yogis, c'est l'énergie vitale. C'est l'équivalent du chi, par exemple, dans la vision chinoise. Donc, au travers de la respiration, on va aller faire circuler cette énergie en nous, cette énergie vitale. On va apprendre à maîtriser, à contrôler cette énergie-là. Et puis après, on a trois piliers qui sont un petit peu plus techniques et qui vont viser à avoir un état méditatif stable. Donc, il y a ce qu'on appelle le retrait des sens. Donc, c'est comment on va pouvoir orienter nos sens vers l'intérieur pour observer et ressentir ce qui se passe en nous. Un autre pilier qui va être la concentration, comment on peut rester concentré, attentif sur quelque chose sans laisser notre mental divaguer et puis partir ailleurs. Et puis l'avant-dernier qui s'appelle Dhyana, qui est l'état de méditation. On appelle parfois méditation, parfois contemplation. Et ces 7 piliers, ils ont pour but d'atteindre le 8e pilier, qui est le samadhi, qui est ce fameux état d'union, là, quand on a réussi à réaliser, à cocher là, les 7 autres piliers, on atteint cette libération. Et donc, le corps et les sens sont au repos, le mental est au repos, tout est uni et on peut créer cet état d'union autour de nous. Bon. Ça, c'est la vision très, très traditionnelle que je te livre là. Oui, je vois qu'aujourd'hui, on est plutôt sur de l'asana et c'est tout, quoi. Voilà, alors c'est un petit peu la critique qu'on entend vis-à-vis du yoga en disant c'est devenu presque une branche du fitness, on va pour bouger. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ça, dans le sens où, alors déjà, moi, s'il n'y avait pas eu la notion de mouvement, je pense que je n'aurais pas adhéré au yoga et je serais passé à côté de plein de choses. Donc je me dis, voilà, si la notion de mouvement, qui est celle qui est
peut-être la plus facile à appréhender pour nous occidentaux aujourd'hui, et ben, ça peut être une porte d'entrée. Ben, c'est une porte d'entrée, puis c'est un début, puis après on découvre qu'il y a la respiration, puis après on découvre qu'il y a la méditation, et puis après on découvre qu'il faut travailler sur la connaissance de soi, et ça devient finalement un chemin. Donc voilà, ça peut être un stade, et puis à nouveau, bah, si déjà cette dimension corporelle, elle répond à un besoin actuel, hein, on est Mhm. aussi, nous, aujourd'hui, dans des modes de vie qui sont très sédentaires. Et je pense que notre corps, il a vraiment besoin de bouger. Et que le yoga, il vient répondre aussi à ce petit point-là là, de mouvement. Et puis bah, voilà, après, à chacun d'aller mettre cette dimension un petit peu plus spirituelle, de recherche, de quête dans sa pratique du yoga. Mhm. Alors je sais que tu interviens beaucoup en entreprise et que tu as réussi à amener cette pratique du yoga. C'est quoi ton approche? Comment tu l'amènes en Mhm. entreprise? Alors, ce que je dis, c'est que le yoga, pour moi, c'est une sorte de cheval de Troie quand je rentre dans l'entreprise. Euh, alors, ce qui est bien déjà, c'est que la vision du yoga a beaucoup évolué hein, depuis, on va dire, 7-8 ans. Il y a 10 ans, quand on parlait méditation, yoga en entreprise, on passait un petit peu pour un uluberlu ou un 68 art. Aujourd'hui, on voit que alors, déjà, le yoga, la méditation ont beaucoup été étudiés scientifiquement. Donc, ça a aidé aussi à mettre des notions scientifiques, médicales, thérapeutiques derrière la pratique du yoga. Parce que tu n'es pas forcément son essence d'origine, mais qui est aussi voilà, qui fait partie des bénéfices du yoga. Donc, il y a eu ce côté un petit peu de rationaliser le yoga qui a été rassurant pour le monde de l'entreprise. Et effectivement, aujourd'hui, on peut amener le yoga. Alors, je fais des pratiques de yoga sur chaise, par exemple, qui peuvent s'adapter dans une salle de réunion. Avec un petit peu de deux axes, bah, c'est celui du corps, hein, de se dire bah, quand on reste toute la journée sur son ordinateur en position assise, bah, ça crée beaucoup de tensions. Donc, il va falloir libérer ces tensions physiques. Et puis aussi la notion de la gestion du stress. On est dans un monde qui change beaucoup, qui nous met beaucoup de pression, beaucoup d'informations à traiter, beaucoup de peur. Donc comment le yoga il peut nous aider à apaiser ce stress. Hmm. Et quand je dis que c'est un cheval de Troie, ben c'est voilà, sous couvert un petit peu de cette approche qui est corporelle et puis de gestion du stress. C'est aussi aller amener un petit peu cette philosophie du yoga dans l'entreprise, hein, qui est aujourd'hui, notre monde, il est très tourné vers la performance. Et peut-être que le yoga bah, nous apporte cette petite touche d'équilibre en disant, OK, bah, il y a des limites à la performance et on peut peut-être chercher, il y a d'autres moyens de fonctionner que celui de toujours chercher à être performant. Hmm. Est-ce que tu arrives pour l'instant à amener à cette ouverture spirituelle, cette notion d'union, ou est-ce que c'est pas encore pour aujourd'hui? Alors l'union, alors si on reste sur le domaine de l'entreprise, hein, c'est pas du tout le but. Puis même à la limite dans mes cours de yoga, euh, souvent quand je reprends l'année ou quand il y a des débutants, je leur parle là, de ces 8 piliers. Puis je leur dis bah, le huitième, là, le samadhi, cet état d'union, bah, c'est pas forcément ce qui va nous concerner nous dans le travail qu'on va faire ensemble, mais c'est peut-être juste de voilà de J'aime bien dire, moi, que le yoga, c'est une sorte déjà de laboratoire, c'est-à-dire qu'on arrive sur son tapis, voilà, je sais pas, on sort du boulot, on est fatigué, stressé, on a mal au cervical. Et puis, on va pouvoir trouver déjà une petite bulle de ressourcement, on va pouvoir se poser sur ce petit espace du tapis. Là, c'est assez amusant parce que quand on arrive dessus, c'est vraiment comme si on entrait dans un autre univers. Euh, et puis, on va pouvoir ressentir ce qui se passe, laisser un petit peu ça se calmer. Et puis après, se reconnecter à, voilà, à ce que l'on est, à nos ressources. Et puis peut-être aussi expérimenter des choses sur notre tapis. J'aime bien cette idée que les pratiques de yoga, les postures de yoga, c'est un moyen symbolique voilà, de challenger notre équilibre, de challenger notre force, notre capacité de relâchement, notre capacité de présence. Et du coup, c'est une sorte de laboratoire. On fait des expériences là sur notre tapis et puis après, on va essayer d'emmener ça dans notre quotidien pour que ça nous serve voilà, dans nos relations professionnelles, amicales, familiales, dans nos projets. Du coup, ça devient une sorte d'art de vivre, ce qu'on vit un petit peu sur le tapis. On essaye aussi de le développer en dehors du tapis. Hmm. Bah justement, on parle d'art de vivre. Est-ce que tu aurais des petits tips, des pratiques qu'on pourrait apporter dans notre quotidien? Pas forcément sur le tapis, mais je veux dire dans la journée pour retrouver cet état de calme. Qu'est-ce que tu as dans Mhm. ta petite boîte à outils? Ok. Alors,
Si on garde cette vision un petit peu moderne, entre guillemets, du yoga, il y a évidemment la notion de mouvement, hein, et je pense que, moi je dis tout le temps, hein, au travers des postures, du mouvement postural du yoga, le yoga m'a donné la force, l'énergie de me remettre en mouvement dans ma vie. Voilà, j'ai fait ce parcours que je t'expliquais au début, qui était un petit peu à une fin de cycle, et j'arrivais pas à retrouver une énergie motrice pour aller de l'avant et créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment le mouvement physique qui m'a donné cette énergie de le faire. Donc, je pense que bouger aujourd'hui, c'est la base de la vie, hein. Notre corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester assis, statique toute la journée. Donc, peut-être le premier conseil que je donnerais à ceux qui nous écoutent, c'est de remettre le corps en mouvement. Alors, les postures de yoga sont là pour ça, hein. Ça peut être, on connaît par exemple la salutation au soleil, qui est un petit enchaînement assez traditionnel. Donc, ça peut être une piste pour dire, tiens, le matin ou le soir, eh bien, je viens faire quelques postures. Voilà, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire 2 heures de yoga. Euh, voilà, donc, plutôt essayer de mettre des petits moments de mouvement de façon très régulière. Ça peut être très intéressant. Alors évidemment, là, on parle du yoga et je fais la promotion du yoga, mais voilà, aller marcher, c'est aussi du mouvement. Il y a d'autres pratiques, je pense au Qigong, au Tai Chi. Il y a plein de manières d'être en mouvement, mais en tout cas, voilà, bouger, ça me semble essentiel. Euh, Ça peut être le matin, donc il y a cette notion de rituel aussi, hein, qui est forte dans le yoga, c'est se dire, et je pense que c'est très vrai dans nos vies, hein, si on ne s'impose pas des petits moments, si on ne les planifie pas dans notre agenda, on se fait happer là, par toutes les tâches qu'on a à faire dans toutes les dimensions. On se fait happer aussi par les écrans. Et du coup, notre journée se termine et on s'est dit, bah mince, tiens, j'ai pas eu le temps j'ai eu le temps de rien faire aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut arriver à créer cette notion de rituel et se dire, bah voilà, il y a un moment de la journée qui me convient. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Et je prends un temps, ben voilà, peut-être pour mettre mon corps en mouvement ou en tout cas pour me poser. Euh, la deuxième chose, peut-être pour construire ce rituel, ça peut être ça peut-être vraiment le conseil que je donnerais, c'est de se créer un rituel qui nous convient. Donc, dedans, moi, je mettrais du mouvement, ça me semble assez important. Je mettrais de la respiration aussi. Donc, la respiration, hein, en yoga, on dit, c'est ce qui connecte le corps physique et le corps subtil. Donc, c'est ce qui va créer le lien entre notre corps et puis nos émotions, notre mental, notre esprit. Donc, la respiration, elle est vraiment centrale là-dedans. Et alors, pour ceux qui ne pratiquent pas le yoga, qui ne connaissent pas les pratiques de respiration, juste reprendre conscience de sa respiration naturelle, c'est déjà merveilleux. Et ça, c'est peut-être la plus belle des respirations d'ailleurs. Il y a plein de techniques de respiration au yoga. Mais la respiration naturelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, fermer les yeux, prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans nos narines, dans nos sinus, reprendre conscience des mouvements de notre ventre, de notre thorax, de son rythme. Euh, voilà, il y a tout un univers à explorer ici. Après, il y a des pratiques un petit peu plus techniques. Alors, moi, il y en a une que j'utilise bien, alors qui ne vient pas du yoga, qui est la cohérence cardiaque. Une technique de respiration où on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Voilà. Donc, ça peut être voilà, un temps de mouvement, un temps de respiration, et puis un petit temps peut-être aussi pour venir, donc toujours dans cette idée de rituel, à prendre quelques instants pour amener cette petite touche là qui nous vient du fond des âges, que les hommes ont construite, cette philosophie du yoga. Et je pense qu'il y a deux choses, moi, qui m'ont vraiment changé dans cette spiritualité du yoga, dans cette philosophie du yoga. La première, c'est d'essayer d'arrêter de juger. Alors, on est programmé voilà, dès notre éducation pour juger, voilà, est-ce que telle chose est bien, est-ce qu'elle est mal. Voilà, dans tous les dessins animés qu'on donne à voir à nos enfants, il y a toujours cette lutte du bien et du mal. Du coup, on garde ça dans nos vies et du coup, tout ce qu'on voit, toutes nos relations, toutes les personnes, notre premier réflexe, c'est de le juger, d'aller le mettre dans une petite case. Donc peut-être d'essayer de prendre un petit peu de recul avec cette notion de jugement. Et ce qui peut être un bon antidote, parce que alors c'est facile de se dire, il faut que j'arrête de juger, mais si j'ai pas d'antidote, ça va être compliqué de passer à autre chose. Pour moi, l'antidote qui est intéressant et qui est vraiment aussi dans l'ADN du yoga, c'est la notion de gratitude. Donc au lieu de se dire, tiens, aujourd'hui, il fait mauvais et c'est pas bien, ou aujourd'hui, il fait beau et c'est bien, essayer de trouver une phrase qui commence par merci pour, merci pour le temps que je vais pouvoir passer à échanger avec Justine, par exemple, sur ce que j'aime.
Voilà. Donc, intégrer cette notion de gratitude, de remerciement, c'est vraiment quelque chose qui va nourrir un esprit très positif en nous. Et si on va un petit peu plus loin là-dedans, hein, on parlait de la Bhagavad Gita tout à l'heure, euh, je crois que un des messages moi, qui m'a le plus touché dans ce texte, euh, c'est que le texte, il nous invite en fait à arrêter d'aller chercher la réussite. Et ça, c'est vraiment une libération assez magique parce que quand on va chercher la réussite, c'est ce qu'on nous apprend à faire aujourd'hui. Voilà, faut réussir sa vie personnelle, il faut être beau, en bonne santé, rester jeune même à 50 ans, faut réussir sa vie professionnelle, faut réussir sa vie sociale, faut réussir sa vie de couple. Donc on est tout le temps dans cette quête de performance, même quand on va dans le sport, qui peut être une activité plus plaisante, ben voilà, on a notre monde connecté qui nous dit à combien de pulsations on est et combien de kilomètres on a fait. Donc tout est performance dans notre vie. Donc on est toujours dans cette quête de réussite et qui est une quête sans fin, donc elle crée beaucoup de frustration et puis de désillusion finalement. Donc le yoga, il nous dit, ben voilà, on sort de ça. Quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour réussir, pour atteindre un état particulier. On le fait juste parce que l'action, elle est juste pour nous. Et ce qui est magique, c'est que quand on arrête de chercher la réussite, elle est toujours en couple avec l'échec. Donc, si on n'atteint pas notre objectif, ben, on a échoué. Donc, on est toujours dans ce truc, voilà, réussite, échec. Donc, on va essayer de mettre ça de côté et puis se dire, voilà, j'essaie juste d'agir avec ce que je suis, ce que je ressens, ce qui me fait vibrer, avec mes forces, avec mes vulnérabilités aussi. Et puis, le résultat, finalement, bah, il ne m'appartient pas. C'est ça vraiment le message du yoga. Voilà, je suis là pour faire quelque chose parce que ça correspond à mes valeurs, ça correspond voilà, à ce que j'ai envie d'apporter au monde. Puis après, bah, c'est la vie qui fera que voilà, ça fonctionne ou pas, mais ça, c'est pas très important finalement. Mm. Voilà, Et donc ça peut être le petit rituel comme ça, avec un petit temps de gratitude, ce petit temps là d'intention pour poser des actes sans trop aller chercher la réussite, un petit temps de respiration et un petit temps de mouvement. mm. Alors c'est très beau ce que tu as dit sur cette notion de réussite et de justesse. La question c'est comment on fait pour savoir ce qui est juste pour soi. Parce que certains sont peut-être un peu déconnectés. Moi je sais pas ce que c'est mes valeurs, je sais pas ce que c'est ce qui est juste pour moi. Comment on fait pour savoir ça? Alors comment on fait déjà, j'aurais envie de dire, bah, en fait, notre corps, notre être, il sait ce qui est juste pour nous. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui, c'est qu'on est tellement pollué voilà, par nos rythmes de vie, par les sources d'information, par aussi la rapidité et puis le côté très changeant de notre monde, qu'on est tout le temps en fait dans l'agitation et que tant qu'on est dans cette agitation, c'est impossible de savoir ce qui est juste pour nous. Donc il faut prendre ce temps là pour voilà, alors, je ne dis pas qu'il faut partir dans un ashram en Inde pendant un an pour savoir ce qui est juste. Alors, ça peut être une voie, hein, mais juste dans sa journée, de se dire, allez, je prends du temps pour me poser, pour fermer les yeux, j'éteins mon smartphone, je me mets une petite musique tranquille, et je me pose et je laisse un peu décanter les choses. Déjà, rien que de faire ça, quand on commence à le faire de façon régulière, les choses, elles viennent très facilement en se disant, ben voilà. Une question qu'on peut se poser, c'est, que je pose souvent, moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Donc, se poser cette question le matin, là. Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'être ou comment j'ai envie d'être aujourd'hui. Rien que ça, déjà, ça va orienter un petit peu notre corps, nos actions, nos pensées vers quelque chose qui est juste. Et puis après, ça peut se travailler hein, aussi. Tu parlais des valeurs. Moi, ça a été une des grandes découvertes aussi de la période de la quarantaine dans mon cursus d'apprentissage de la PNL, de la programmation neurolinguistique. C'est qu'en fait, on a des valeurs. Alors, elles sont aussi incarnées en nous. Hein. Tout ce qu'on fait dans nos vies, même dans notre quotidien, bah, c'est motivé par nos valeurs. Mais on s'en rend plus beaucoup compte. Donc prendre ce temps aussi peut-être pour se dire ben voilà quelles sont mes valeurs. Donc ça peut être fait dans des accompagnements. Moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Voilà aujourd'hui on trouve aussi beaucoup de ressources sur internet. Bref, on a aujourd'hui accès à ce temps-là. Il y a des stages, des formations là-dessus. Donc voilà, je pense que moi les valeurs c'est vraiment je dis c'est ma boussole. Donc quand je sais pas vers quoi il faut aller, ben j'essaye d'aller vers mes valeurs et ce sera forcément quelque chose de juste et d'aligné. Hmm. Merci. Déjà, depuis que qu'on échange, là, je sens que ma respiration, elle s'est détendue. J'étais en apnée avant et rien que le fait de te regarder, ça me détend, tu vois. Bon, Donc, bah, super. t'as ça en toi, tu le vibres, tu l'aimais.
Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le yoga par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Voilà, comment on peut mettre un peu plus de yoga dans sa vie finalement? Même si tu as déjà parlé de ces rituels, est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent? Moi, si on devait faire une sorte de synthèse de tout ça, et c'est pas évident. Euh, je pense que alors moi, ma vision du yoga, hein, c'est une vision de la mise en action du yoga dans notre vie, en fait. La petite phrase que j'utilise à la fin de mes cours, c'est la pratique du yoga continue en dehors des tapis. Donc le yoga, c'est pas que quelque chose qu'on fait 1 heure par semaine sur un tapis, ça doit vraiment être présent dans nos vies voilà, toute la semaine. Alors on n'est pas parfait, hein, et moi j'ai pas du tout la prétention d'être parfait et d'avoir la vie idéale, enfin le quotidien idéal du yogi. Mais en tout cas, d'être dans l'action et se dire, voilà, il y a des choses, je sais qu'elles me font du bien, donc je vais les faire et je vais les garder. Il y a des choses que j'ai identifiées comme importantes, ma famille, ma santé, voilà, telle pratique, je vais les garder dans ma vie. Il y a des choses, je sais, je ne suis pas parfait aujourd'hui, bah, je vais essayer de progresser un petit peu en faisant du mieux possible, voilà, sans me mettre cette pression de performance et de résultat. Et on parlait tout à l'heure de la Bhagavad Gita et de Gandhi. Gandhi, il a une phrase moi, que j'adore qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc je pense qu'aussi dans nos démarches à la fois de yoga et puis de développement personnel, de spiritualité, euh, peut-être qu'au début, on le fait un peu pour nous parce qu'on a besoin de se retrouver, de se reconnecter, de retrouver cet alignement dont je parlais. Mais ça peut pas rester quelque chose de personnel, d'égocentrique, de narcissique. Et pour moi, bah, tout ça, après, il faut le mettre au service bah, du monde auquel on aspire, en fait. Donc, on a tous notre vision idéale du monde. Mais vraiment, moi, ce serait ça, peut-être mon message, c'est de dire, voilà, tout ce que vous apprenez dans vos démarches voilà, de développement personnel, de spiritualité ou de yoga, eh ben, ça vous sert, vous, et ça c'est chouette déjà. Et puis aussi, ben, mettez-le au service des autres. Euh, et dans cet état d'union là dont on parlait tout à l'heure, ben, c'est peut-être ça en fait le message. Hein, c'est ben, tout ce qu'on se fait à soi, on le fait aussi aux autres. Et puis inversement, hein, tout ce qu'on fait aux autres, on se le fait aussi à soi, hein, que ce soit plutôt positif ou négatif. Donc essayez peut-être voilà, de plus se tourner vers les autres avec ces outils-là. Et puis vraiment d'impacter le monde. Je pense qu'on est dans une période un petit peu de transition de civilisation. Voilà, il y a un monde qui arrive un petit peu à bout de souffle. Hein, voilà, le modèle capitaliste, l'économie telle qu'on l'a construit aujourd'hui, ben, on voit qu'elle est en train de détruire notre environnement et de détruire les ressources de notre environnement, qu'elle impacte aussi fortement l'humain dans son corps, dans sa santé, dans son mental. On voit que les modes aussi peut-être politiques, éducationnels, les modes de santé, bah, ils sont un petit peu à bout de souffle tous aussi, autant les uns que les autres, et qu'il y a un monde nouveau à créer. Donc voilà, mon message, bah, c'est le yoga, il doit contribuer à ça, là, à créer ce nouveau monde avec peut-être ben, un petit peu plus d'humanité, un petit peu plus de respect pour notre environnement. Voilà, retrouver cette notion de lien qu'on a perdu, je pense, encore plus là dans ces derniers mois, et puis ramener un petit peu de lumière sur Terre. Voilà. Sachant que nous, on est quand même des privilégiés hein, aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, alors on peut avoir des vies difficiles en France, mais globalement, voilà, en France, on a quand même un niveau de vie plutôt chouette et puis accès à pas mal de choses. Mais c'est pas partout pareil sur Terre, donc voilà, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et je pense qu'on peut chacun être ce petit colibri là qui amène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Voilà. Et une question qui me vient là, qui devrait te plaire, c'est quoi la place de l'amour dans le yoga? Petit clin d'œil. La place de l'amour dans le yoga. Euh, En fait, je crois que alors j'ai parlé du yoga avec des mots très spirituels parce que bon, voilà, j'ai essayé de vous faire partager ce qui est vraiment le yoga tel qu'il est écrit dans les textes. Mais, euh, mais évidemment, bah, comment on transmet tout ça bah, la transmission, elle se fait par l'amour, quoi. C'est-à-dire que
Peut-être peut-être que c'est ça, en fait, la vraie définition du yoga. Ce serait une sorte d'expert de l'amour, alors de l'amour avec un grand A, une sorte d'amour universel, inconditionnel, sans attente de retour, voilà, quelque chose de très pur, entre guillemets. Euh, et, euh, et peut-être que c'est aussi ce qui m'a touché, moi, dans ma connexion avec le yoga, c'est que j'étais dans ce milieu-là très professionnel, très performance, où tout devait être contrôlé, maîtrisé, à la fois les aspects économiques, puis aussi les aspects émotionnels, il y a cette notion de réussir, d'aller de l'avant. Et en fait, je me suis dit, bah mince, j'ai peut-être un petit peu raté cette notion de diffuser de l'amour autour de moi. Et aujourd'hui, le yoga, ben, pour moi, c'est ma manière à moi de diffuser de l'amour. Voilà, c'est pas toujours simple de trouver comment donner de l'amour aux autres. Euh, donc, le yoga, ça peut être aussi ça, une sorte voilà, de transmission d'amour. Euh, bon, voilà, moi, à mes élèves, à ceux qui viennent à mes cours. Et puis, dans mon quotidien aussi, peut-être d'être un petit peu meilleur dans ce domaine-là. Hmm. Du coup, ce serait peut-être ça, trouver sa mission de vie, ce serait trouver la pratique qui permet de donner de l'amour. Ouais, tout à fait. Et tu vois, cette notion de voilà d'union, de libération, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on s'occupe déjà là. On est dans un monde terrestre, charnel, donc c'est ici et maintenant qu'on doit agir. Et, euh, et voilà, ce qui va sauver. Enfin, s'il y a plus d'amour dans le monde, de toute façon, le monde ne pourra pas continuer. Donc, plus on va être moteur de cette énergie-là, bah, plus je pense que tout va s'aligner naturellement et puis on pourra vivre nos chemins tranquillement. Hmm. Merci. Alors, est-ce que tu nous partagerais tes actualités 2022? Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Ouais, tout à fait. Alors, juste sur la notion là un peu de rituel, j'ai une plateforme avec des cours de yoga en ligne et puis aussi des petits modules qui peuvent vous permettre de construire ces rituels. Donc on vous mettra les liens, mais voilà, ça peut être aussi une sorte de matière première pour construire ça. Dans les événements, donc, il y aura des stages de yoga. Il y en aura un fin mars qui va être une immersion yoga en montagne dans le Beaufortin, le dernier week-end de mars. Il y aura un week-end yoga et émotion mi-mai en Ardèche, au domaine du Taillé, dans ce très très beau lieu. Là aussi, on va être dans une petite bulle, un petit écrin pour pratiquer du yoga et puis essayer de recréer ce lien apaisé avec nos émotions. Il y aura des modules de formation aussi, là, plus tournés vers les professeurs de yoga débutants un petit peu plus tard dans l'été. Et puis au printemps, alors au moment où on enregistre là, cette vidéo, je n'ai pas encore la date, mais on va relancer encore l'année prochaine une formation autour du yoga, du système facial, des fascias et puis du toucher. C'est une formation là qu'on a fait 2 fois cette année qui est vraiment extraordinaire où on mélange des thérapeutes, des ostéos, des kinés et puis des yogis et des professionnels du mouvement. Donc on vient voilà, faire se connecter deux univers qui ne se croisent pas souvent et c'est assez magique. Voilà, donc vous retrouvez toute l'actualité sur mon site. Ouais, super, je mettrai tous ces petits liens. Super, merci. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bah, le mot de la fin, voilà, moi ce que le yoga m'a permis, hein, c'est peut-être de me reconnecter à ce que je suis. Je crois qu'on peut pas. J'avais une phrase que j'aimais bien avant qui était deviens ce que tu es, mais en fait, je crois qu'on peut jamais se perdre, on a toujours ça en soi. Euh, donc voilà, c'est peut-être de repartir de ce que l'on est, de ce qu'on a envie d'offrir au monde, et puis avec ça, ben de faire le mieux pour diffuser l'amour. Et le yoga est une pratique, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, il faut trouver ce qui nous touche et ce qui nous fait vibrer. Hmm. Eh ben, un grand merci. Moi, je repars avec le cœur tout rempli d'amour là. Merci Justine. Et ben, je te souhaite une belle continuation et puis merci de nous avoir écoutés pour ceux qui nous écoutent. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir.